Alors, Bismillah nabda. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul, bonjour tout le monde. Jumu'ah Mubaraka. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui avec nous ce vendredi 29 janvier 2021 afin de participer à ce webinaire organisé par Elsevier à cette formation importante sur comment revoir et analyser la littérature pertinente pour mon sujet de recherche. Alors, au cours de cette session, on va détailler sur la bonne méthodologie de recherche afin d'avoir des documents pertinents et qui correspondent exactement à mon sujet de recherche. Et pas seulement les documents et les références bibliographiques, puisque vous savez bien qu'avant d'entamer un sujet qui va durer 10 mois ou bien même 10 années de recherche, je dois poser plusieurs questions et je dois vérifier même plusieurs paramètres concernant l'évolution et concernant l'importance. Aussi concernant, par exemple, les chercheurs qui travaillent dans le sujet et leurs coordonnées, puisque j'aurai besoin, par exemple, des informations, peut-être une lettre d'invitation pour un stage d'études. Aussi, je dois connaître les équipes de recherche dans le monde qui travaillent dans mon sujet. Et pour répondre à toutes ces questions et d'autres, on va découvrir au cours de cet atelier la capacité des analyses offertes par la base de données Scopus qui peut nous donner par... Le son est bien? Ok, très bien. Qui peut nous donner alors par des simples clics beaucoup de réponses et beaucoup d'opportunités. Alors, je m'appelle Shorfi Hicham, docteur de l'université Farhat Abbas Sétif 1, spécialiste en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, auteur de plusieurs publications internationales dans des journaux indexés. J'ai un brevet d'invention et je suis l'ambassadeur du groupe Elsevier en Algérie. Alors, avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que cette session est enregistrée et il n'y aura pas des attestations de participation à la fin. Voilà. Dans un sujet de recherche, la problématique prend généralement la forme d'une question principale, une question associée à des hypothèses de recherche. Et cette problématique se définit comme étant un ensemble des problèmes, un ensemble des difficultés ou bien un ensemble des besoins qui sont clairement identifiés. Et on peut résoudre une telle problématique soit par réflexion ou bien par analyse. Alors, imaginons qu'on va aujourd'hui lancer ensemble un sujet de recherche sur un domaine quelconque. Tout d'abord, pour rester sur les normes méthodologiques, on doit confirmer et avoir une idée sur quelques points importants. Le premier point, c'est original et intéressant. Et pour répondre à ça, on doit faire une étude statistique sur les laboratoires, sur les chercheurs qui travaillent actuellement sur le sujet, puisque si on trouve une évolution de nombre de publications et un intérêt par des équipes de recherche, cette évolution et ce dynamisme confirment l'importance du sujet. Et comme ça, on reste ou bien on sera même motivé pour le travail. Maintenant, pour le mot original. Là, ça ne veut dire pas un sujet qui n'a jamais été traité, puisque ça dépend aussi de la manière dont il sera traité. La manière de traitement utilisant, je ne sais pas, des nouveaux matériaux, en appliquant peut-être des autres techniques, même la manière d'interprétation des résultats peut être considérée comme originalité. Bref, toute valeur ajoutée est une originalité. C'est bon? Une autre chose. Documentation disponible, c'est-à-dire référence, surtout référence récente. Et j'ai parlé sur ça. Lorsqu'il y a un intérêt sur le sujet par les équipes de recherche, dans ce cas-là, nous avons sûrement un nombre important de publications. Je dois faire aussi une analyse par rapport aux établissements et organismes qui financent les travaux de recherche dans ce sujet, surtout à l'international. Et c'est important de connaître cette information, hein, surtout pour les gens qui voient loin. Voilà.
Je dois préparer aussi une liste des coordonnées des chercheurs et même une liste des laboratoires de recherche sur mon sujet. Et voilà, dans ce stade d'analyse, je peux dire que j'ai maîtrisé l'environnement autour de mon sujet et il y a aussi d'autres critères, hein, d'autres critères à répondre, mais pour le moment, j'ai choisi juste 4 critères pour le moment. Et maintenant, pour répondre à toutes les questions que j'ai posées, on a besoin d'une grande base de données, une base de données fiable, une base de données de grande qualité et à jour avec les actualités scientifiques. Et la base de données d'analyse et d'indexation Scopus offre plusieurs solutions pour les chercheurs scientifiques. Alors, au cours de cet atelier, on va essayer ensemble de découvrir les différentes fonctionnalités de Scopus, surtout pour l'analyse. Voilà. La première condition pour accéder à Scopus et aux différentes plateformes comme ScienceDirect par exemple, est d'avoir un abonnement ou bien un accès institutionnel sponsorisé par votre établissement universitaire ou bien votre centre de recherche. Et bien sûr, ça via le consortium de votre pays. Hein. Je parle toujours des Grands Maghreb. Alors, pour les Algériens affiliés aux différents établissements d'MESRS, ça, OK. Quel que soit étudiant, enseignant, chercheur, vous pouvez tous contacter le CIRIS pour avoir un compte SNDL, c'est-à-dire un compte au système national de documentation en ligne, puisque c'est le seul accès sponsorisé en Algérie. Même ces dernières années, ils ont installé même des bureaux SNDL au sein des universités afin de faciliter l'obtention des comptes. Et voilà, même les Marocains et les Tunisiens qui sont avec nous aujourd'hui, vous pouvez demander l'accès via votre consortium qui est l'IMIST pour les Marocains et le CNUDEST pour les Tunisiens. Alors, je reviens à l'interface officielle d'SNDL, disponible sur www.sndl.cirist.dz. On met l'identifiant et le mot de passe pour que cette interface apparaîtra. Puis, vous pouvez cliquer sur Sciences et techniques et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de la base de données Scopus. Alors, Scopus est une base pluridisciplinaire de résumés et de citations signalant des centaines de millions de documents scientifiques, des centaines de millions, qui sont produits par plus de 5000 éditeurs. Et je parle de toutes sortes de documents. Et ici, sur Scopus, on peut faire la recherche soit par document, c'est-à-dire qu'on lance la recherche d'un sujet ou d'un document à partir d'un titre ou bien des mots-clés. On peut faire aussi la recherche par nom d'auteur, la recherche par affiliation aussi. Et il y a aussi une recherche avancée. Hein. Alors, pour lancer l'analyse d'un sujet, je vais juste écrire un ou plusieurs mots-clés ou bien le titre complet de mon sujet sur la petite fenêtre de recherche. Et il y a d'autres manières d'écriture qu'on va les découvrir après. Hein. Et je clique sur Search. Voilà. Scopus m'a donné un nombre important de documents, comme vous voyez. Hein. Et je peux consulter n'importe quel document. Par exemple, le numéro 1. Que je peux remarquer qu'à partir de la liste déroulante, que c'est le document le plus récent. En fait, à partir de ce menu de la liste déroulante, j'ai la main de choisir un de plusieurs critères du classement et tout dépend bien sûr de mon objectif de recherche. Alors, je peux classer par exemple les documents par date, de plus récentes jusqu'aux plus anciennes ou bien le contraire. Aussi par rapport au nombre de citations, la pertinence aussi qui est un critère très important pour l'analyse de la littérature
pertinente de mon sujet de recherche. Et là, la pertinence ici, c'est-à-dire en fonction des termes et en fonction des mots-clés utilisés pour notre recherche. Et je peux classer même par auteur et par source. Source ici, c'est-à-dire journal. Et là, on parle d'ordre juste alphabétique pour les journaux et pour les auteurs. Maintenant, complètement à gauche. À gauche, on trouve plusieurs filtres intéressants qu'on peut les utiliser pour affiner les résultats de ma recherche. On trouve par exemple une petite barre de recherche dans la liste des résultats. Alors, je peux ajouter un mot-clé pertinent pour renforcer mon résultat. Ben, c'est une recherche dans les résultats, c'est-à-dire c'est un autre type de recherche que je peux l'utiliser pour renforcer plus mon résultat. Je trouve aussi une liste de filtres qui sont vraiment pratiques et en fonction, par exemple, de type d'accès, soit open access ou bien un accès qui nécessite les accès institutionnels, par date aussi, par domaine, par, qu'est-ce qu'on a, par type de document. Puisque sur Scopus, il y a plein de types de documents, notamment, comme j'ai dit, comme les articles review, les articles de conférence, et même pour les gens qui cherchent des brevets d'invention, il y a plein de brevets d'invention sur Scopus. Aussi, parmi les critères de classement, on trouve par rapport au titre de source, et les sources aussi, ici, sont les journaux. Hein. Et juste pour les brevets d'invention, les sources ne sont pas les journaux, mais ce sont les bureaux de brevets. OK? Aussi, parmi les filtres, qu'est-ce qu'on a? Par rapport aux mots-clés, par rapport à l'affiliation aussi, et par organisme de financement. Et voilà. Et on trouve aussi même en fonction de la langue de rédaction. Alors, on peut construire toute une équation de recherche pour cibler exactement les documents qui correspondent à notre sujet de recherche. Bon, à côté des filtres, on peut même utiliser des opérateurs spéciaux pour affiner les résultats, comme par exemple les opérateurs booléens, les opérateurs de proximité, les jokers. Et pour avoir plus de détails concernant les opérateurs booléens, les opérateurs de proximité, vous pouvez juste visiter la page YouTube Elsevier Africa pour voir l'enregistrement de la formation de Nadine Iskander, la conseillère de recherche d'Elsevier en Afrique. La vidéo sur le titre « Comment affiner ma recherche sur Sciences Directes » et même sur Scopus. Hein. Voilà. Alors maintenant, si mon équation est prête et quand je suis satisfait des résultats trouvés, je peux faire une chose très, très importante. Sur la page des résultats toujours, je peux demander à Scopus de relancer la même recherche. Hein? C'est-à-dire relancer la même recherche utilisant les mêmes mots-clés et la même équation de recherche pour déclencher une alerte par mail. Et ça, en appuyant ici. Alors, en cas de nouvelle publication, vous allez recevoir automatiquement un mail, soit en régime quotidien, en régime soit par semaine, et même voilà, par mois, comme vous voulez. Hein. Puisque au cours de votre période de recherche bibliographique, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant de refaire à chaque fois une recherche afin de voir s'il y a des nouvelles publications ou non. Mais non, mais avec l'outil Alerte, vous allez recevoir toutes les nouveautés par email, sans casser la tête. Et pour cela, vous êtes invité à créer un compte personnel avant. Hein. C'est important de créer un compte personnel. Mais attention, là, je ne parle pas de l'identifier en le mot de passe SNDL, puisque j'ai reçu une question sur ça. Alors, c'est un autre, carrément un autre compte. Et juste, vous pouvez remplir un petit formulaire avec l'email. C'est ça. Et après la création de compte, vous pouvez mieux, bien sûr, exploiter les fonctions offertes
par Scopus, comme pas seulement l'alerte, mais aussi l'export, sauvegarde. Il y a beaucoup de fonctionnalités offertes par ce compte-là. Alors, on peut définir, comme j'ai dit, une alerte. Et comme vous voyez, vous pouvez la nommer. Je parle d'alerte. De vérifier ou bien changer carrément la boîte email qui recevra les alertes et aussi de choisir la fréquence de réception de ces alertes, soit tous les jours, toutes les semaines ou bien chaque mois. OK. Alors, normalement, c'est bon concernant les filtres, concernant les alertes. Maintenant, j'espère que c'est clair. Maintenant, si je sélectionne un document parmi les résultats proposés, qu'est-ce qu'il me donne comme information à l'interface? Voilà, je sélectionne par exemple le numéro 1, le document numéro 1. On peut consulter le titre complet du document, aussi les auteurs de document, la date de publication, la source de document et le nombre de fois que le document a été cité. Et je peux même consulter instantanément le résumé. Alors, si je vois que ce document est pertinent pour moi, je peux cliquer dessus pour avoir ces informations. Alors, je clique sur le document numéro 1. Elle va m'afficher les détails du document. Et Scopus propose plusieurs éléments qui sont très utiles. Alors, en notre page, plusieurs outils sont disponibles, voire par exemple Export. Si je clique sur Export, il me propose différents formats de récupération de la référence. Utilisant par exemple, comme vous voyez, le logiciel de gestion des références Mendeley, ou bien parmi les logiciels, ou bien BibTeX par exemple, et avec bien sûr plusieurs choix des informations à récupérer, comme le titre, l'année, le DOU, le volume. En fait, avant-hier, normalement, avant-hier, une collègue m'a contacté pour voir comment exporter des informations sur le sponsor et l'organisme de financement pour chaque document. Alors, c'est simple. Sur exporter toujours, vous pouvez cocher juste sponsor et aussi, quand vous voulez, fin d'un texte. Et comme ça, vous exportez votre besoin tout simplement. C'est-à-dire, vous allez tout le temps pour lire toutes les informations offertes, à tête reposée et pour lire tous les types de ces informations. C'est vraiment important aussi. Et sur les détails de documents, toujours, on trouve aussi Download qui permet de télécharger, des fois le texte intégral de l'article, soit le résumé détaillé du document. Et ça, en fonction de la disponibilité. On peut également imprimer, envoyer la référence par mail, ou bien la sauvegarder en PDF, ou bien aussi l'ajouter à une liste personnelle de référence. Et notamment, il affiche le titre complet du document, les auteurs avec le contact de chacun. Ça, c'est important, c'est-à-dire vous pouvez contacter directement les auteurs de ce document sur leur adresse mail personnelle, et ça en cliquant sur la petite enveloppe juste à côté. Normalement, elle est claire, la petite enveloppe. OK. On trouve également un résumé du travail et vous pouvez jeter un coup d'œil sur lui pour voir une idée globale sur l'objectif de ce travail avant d'accéder au texte intégral. Aussi, en bas de page, des détails toujours, on trouve les mots-clés des documents tels qu'ils sont indexés. Bien sûr, indexés dans Scopus. Voilà aussi les détails de financement du projet. Et ça est une information importante pour les gens qui cherchent des moyens de financement. Tout simplement, vous pouvez
avoir des informations sur l'organisme de financement et même de voir les opportunités et les offres actuelles de cet organisme, et ça en cliquant sur See Opportunities. Et vous allez trouver énormément d'offres de financement dans plusieurs domaines. OK. Toujours en bas de page aussi, on trouve la liste des références citées dans le texte, et tous les documents référencés sont accessibles dans les mêmes conditions que les autres documents. Alors, je reviens toujours à la première fenêtre des résultats. Alors, lorsque j'ai tapé un mot-clé qui correspond à mon axe de recherche, il m'a donné plus de 200 000 documents. C'est beaucoup, hein. On ne peut pas lire 200 000 documents. On est des êtres humains quand même. Alors, à côté des filtres et les opérateurs de recherche que je peux les utiliser pour affiner les résultats de ma recherche, une autre analyse importante est offerte par Scopus, et ça en cliquant sur Analyze Search Results. Alors, je clique. En fait, cet outil sert à analyser vos résultats de recherche sur plusieurs plans, et on peut les exploiter un par un. D'un côté, pour garantir que notre sujet de recherche est vraiment intéressant, puisque le choix d'un sujet de recherche engage soit un étudiant ou bien un chercheur pour 10 semaines et 10 mois, voire même 10 années de recherche, comme c'est le cas dans le cadre d'une thèse de doctorat. Alors, il est très indispensable d'accorder une attention particulière au choix de sujet pour pouvoir démarrer une recherche dans des meilleures conditions. Alors, premièrement, Scopus nous donne le nombre de documents publiés sur le sujet par année. Je vais peut-être agrandir la courbe. Voilà. Comme j'ai dit, le but de cette courbe est de connaître l'évolution des publications scientifiques dans le sujet recherché. Est-ce que le nombre de publications augmente par rapport aux termes, par rapport aux mots-clés utilisés au cours de ces dernières années, ou bien il n'y a pas de production importante? C'est une information vraiment utile. Et vous voyez bien sur la courbe la croissance de la courbe pour le mot-clé utilisé depuis 1970 jusqu'à l'instant, hein. Et au cours de l'année, par exemple, 2020, par exemple, c'est à gauche. 2020, c'est 8625 documents ont été détectés par Scopus sur le sujet. Toujours sur la même courbe, on constate que ce sujet est très dynamique et vraiment très motivant, puisque, comme vous voyez, il est toujours en évolution. Et lorsque je dis 8600 par an, je parle sur 364, je parle de plus de 24 documents par jour. C'est important. Alors, question documentation, question référence récente, ça existe, comme vous voyez. Maintenant, alors, je peux décider. Si j'ai tous les moyens matériels et logiciels, reste juste de faire quelques autres analyses pour lancer le sujet. Et parmi les analyses qui restent maintenant, je peux voir aussi l'analyse en fonction de l'organisme de financement. Et à travers cette analyse, c'est en fonction de l'organisme de financement. Et à travers cette analyse, Scopus nous affiche une liste complète des établissements et une liste complète des entreprises de financement qui financent bien sûr les projets dans cet axe de recherche. C'est un contact direct pour les gens qui cherchent des sponsors et pour les gens qui cherchent des organismes d'accompagnement. Et vous voyez par exemple la Fondation nationale des sciences naturelles de la Chine. Ils ont été cités dans 9210 documents dans le sujet comme financeur. C'est vraiment intéressante cette recherche, hein. Alors, profitez de ce trésor d'informations scientifiques, comme j'ai dit, surtout pour les gens qui voient loin. Une autre chose,
On peut aussi analyser par rapport aux auteurs, puisqu'on peut dire le nombre de publications en fonction d'auteurs. Puisque Scopus nous affiche sur cette interface, par exemple, à gauche, pour le sujet de la diffusion de la lumière que j'ai tapé, par exemple, il m'a affiché plus de 150 auteurs qui sont des auteurs dans le domaine, hein, et qui travaillent sur l'axe choisi. Et à droite, il affiche les top 10 toujours. Les top 10 des auteurs, comme par exemple Monsieur Touchant. Parmi ses publications, il a publié 249 documents qui correspondent exactement au mot-clé que j'ai tapé. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur son nom et Scopus va vous diriger directement vers son profil. Et là, vous allez trouver beaucoup d'informations importantes sur l'auteur. Voir par exemple son affiliation en détail, son laboratoire, son université, le contact aussi, aussi son orsite, qui est un code universel pour les auteurs, les sujets, c'est-à-dire les axes où ils travaillent, le nombre total de publications calculées et citées et détectées par Scopus, le nombre de citations aussi, son indice H, ici c'est 57. 57 veut dire qu'elle a au moins 57 publications, où chacune d'elles est citée au moins 57 fois. Aussi les co-auteurs qui ont déjà collaboré avec lui. Et pour le contacter directement, et c'est ça le but, hein, le but est de contacter les auteurs dans le domaine, pour demander peut-être l'aide, pour demander une lettre d'invitation pour faire un stage courte durée, stage longue durée, ou bien même une bourse. Il y a plusieurs opportunités. Alors, je clique juste sur cette liste de documents publiés par M. Touchant pour ouvrir n'importe quel document et je cherche, comme j'ai dit, juste la petite enveloppe, comme j'ai mentionné avant, pour le contacter directement sur son adresse email personnelle. Une autre chose importante, Scopus nous donne les journaux qui publient plus dans ce sujet en fonction des temps. Et cela, si on cherche à publier nos résultats. Voilà alors est une proposition des journaux qui acceptent la publication dans l'axe choisi. Et je peux maintenant interpréter les résultats. Par exemple, si on voit en grenat, c'est la revue, normalement, c'est Macromolécules. Elle a déjà publié 3070 documents sur ce sujet, surtout entre l'année 98 et l'année 2004. Voilà. Et aussi, le nombre de publications depuis 2016 est en croissance. Et ça est un paramètre motivant pour le cibler si on veut, par exemple, si on veut publier, c'est-à-dire on veut toujours publier nos résultats. Et même si vous voyez la courbe, par exemple, la courbe en bleu, est en croissance aussi depuis l'année 2017 apparemment. En fait, vous pouvez zoomer sur les courbes, hein. Vous pouvez zoomer pour voir plus de détails. C'est juste pour vous montrer la méthode de recherche. Et même sur la liste à gauche, maintenant, vous pouvez choisir n'importe quel journal pour voir son évolution, puisque tous les journaux qui sont affichés acceptent la publication dans l'axe que j'ai choisi. Et c'est ça l'avantage de cette liste et c'est ça l'avantage de cette analyse. Et à partir de cette liste aussi, je peux consulter les sites officiels des journaux pour voir les conditions de publication, the guide for other, le dossier de soumission. Il y a plusieurs choses sur l'interface officielle des journaux. Alors, vous voyez qu'un simple clic sur cette analyse nous a donné une grande liste de propositions des journaux que je peux les traiter un par un et ils sont déjà classés, ils sont déjà fiables et voilà, c'est une méthode
vraiment intéressantes pour choisir un journal. Et tout ça, c'est pour analyser mon sujet de recherche. Et à travers les analyses proposées, on peut aussi avoir une information importante sur plusieurs volets, par exemple par affiliation, et ça pour voir les établissements et les laboratoires qui travaillent sur ce sujet, même en fonction de territoire et de pays, en fonction aussi de type de document, comme j'ai mentionné, que sur Scopus, on trouve plein de types de documents. Et sur cette analyse, on trouve les statistiques exactes de publication des documents, comme articles, par exemple, et comme des chapitres de conférences. Ah, voilà. Et ça, si on parle de chapitres de conférences, elle nous donne, c'est-à-dire de manière indirecte, les conférences internationales qui sont indexées Scopus et qui sont en relation avec Monax. Et ça, c'est une autre information importante. Une dernière analyse, peut-être, c'est l'analyse par domaine. Par domaine, c'est aussi intéressant pour les chercheurs. Bon, nous avons essayé à travers cette simple présentation de vous donner des outils intéressants pour faire une analyse correcte et sur une base scientifique applicable sur plusieurs domaines et sur plusieurs axes de recherche. L'analyse de la littérature pour mon sujet de recherche est vraiment indispensable pour voir de départ, est-ce qu'on a bien choisi notre sujet de recherche, est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a des laboratoires aussi à contacter en cas de nécessité, quel est l'historique de mon axe de recherche, si vous utilisez correctement alors l'outil analyse sur Scopus, en profitant bien sûr des autres options comme les alertes, vous allez faire sûrement un bon travail qui sera, Inch'Allah, publié dans des journaux de haute qualité, classe A comme les journaux d'Elsevier. Je vous remercie pour votre attention et je passe aux questions. Et voilà, je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Et j'espère que c'est clair. Hein. Alors, je vais... Les questions ouvertes. Je vais lire les questions sur la fenêtre de questions et réponses. Moufida. C'est quoi le ORCID et qu'est-ce que signifie cette abréviation? En fait, pour l'ORCID, c'est le Open Researcher and Contributor ID. C'est un code universel qui permet l'identification des chercheurs, les chercheurs qui ont des contributions scientifiques et des contributions académiques.